Salut Seldoc, ça y est, le chapitre 783 est enfin sorti et j'aurai qu'un seul mot pour qualifier ce chapitre, c'est putain. Putain de chapitre, c'est vraiment excellent. On a enfin l'annonce du Gear 4 et ça c'est absolument génial. Mais par contre, putain, 2 semaines à attendre, ça va être super long. Mais même si le Gear 4 a été quelque chose d'assez important, il s'est passé plein de petites choses à l'intérieur du chapitre. Et c'est ce que nous allons voir en détail avec la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 783. Alors comme je l'ai dit en intro, même si le Gear 4 est la grosse annonce, il s'est quand même passé pas mal de choses dans ce chapitre. Premièrement Trebol, qui est devenu Trebol, ça c'est quand même dingue. D'habitude Oda, quand il y a un Ace qui est mort, ou même dans les différents arcs précédents, quand il y avait un mec qui était out, on voyait toujours le chapitre suivant. Et là on n'a vraiment aucune trace du Trebol. Il s'est éclaté, ça c'est sûr, il a foutu le feu, comme on dit. Mais là, plus aucune trace. Et pourtant, même si c'est un logis, on va pas en Messias à voir le cas Trebol, là, on a vraiment rien. Et je trouve ça quand même assez bizarre. Une chose que j'ai bien aimé avec ce chapitre, c'est l'importance qu'a pris Cavendish. Au début, Cavendish faisait partie des personnages que je détestais carrément, trop extraverti, trop narcissique. Et pourtant, c'est ça que j'adore avec Oda, c'est qu'un personnage qu'on peut détester au début peut prendre de l'importance plus tard et devenir attachant. Et c'est parfaitement le cas avec Cavendish. Cavendish qui est un parfait gentleman anglais, toujours à la rescousse de l'orpheline. Bah là, c'est parfaitement le cas avec Nico Robin. Premièrement, il l'avait déjà aidé contre Gladius, rappelez-vous, et là maintenant, il le protège contre l'attaque de Don Flamingo. Pareil, je ne l'avais pas du tout vu venir Cavendish, je pensais qu'on n'allait plus en entendre parler, et là, il y a Don Flamingo qui lance une attaque pour blaster Robin qui a bien sûr rattrapé l'eau, et là le voilà sorti de nulle part. Il a même été beaucoup plus rapide que Kyros. On voit Kyros qui est prêt à intervenir et là Cavendish arrive et ça c'est vraiment excellent. En plus l'autre chose c'est que comme je l'ai dit, c'est le parfait gentleman. Regardez bien un moment, il y a Robin qui commence à saigner au niveau de l'arrière de son bras, et là Cavendish tu le vois assis à côté de l'eau, puis il est en train de tendre son blouson pour que Nico Robin le mette sur elle et qu'on ne puisse pas voir qu'elle est blessée. Et je trouve ça vraiment bon. Ça, c'est des petits détails qui sont vraiment excellents et que j'adore retrouver dans le manga de Ichiro Oda. Et aussi le speech qu'il a quand il est à côté de l'eau, que l'eau lui demande de, je vais revenir plus tard, mais il lui demande de rester. Et là, lui, il se met assis à côté de lui, il dit « Si tu dois mourir, tu mourras après moi ». Je trouve que ça lui donne un charisme, ça lui donne une importance. Donc, merci Oda d'avoir développé un personnage qui va pour moi avoir de l'importance. Un autre petit passage que j'ai bien aimé, toujours même si ce chapitre était vraiment très intense au niveau de la mention, on le verra avec l'eau et après bien sûr avec le Gear 4, Oda place toujours des petits trucs de comique, et là Barto il est excellent avec sa bouche plein de bave par rapport à Zoro. Zoro qui lui demande de faire des escaliers pour aller rejoindre, pour que les autres puissent descendre et se mettre à l'abri. Et là tu le vois, il marque et il fait ah Zoro senpai et tout. Puis même l'autre il lui parle parce qu'il voit qu'il est tellement obnubilé par Zoro qu'il commence pas à faire ses escaliers, c'est quand même quelque chose qui est urgent. Et après quelques pages plus tard, on revoit Rebecca qui annonce à Robin que les escaliers sont faits, qu'ils peuvent partir, et rien qu'à l'évocation du nom de Robin, on entend une petite bulle comme ça fait ah Robin senpai et tout. Donc ça c'est vraiment excellent, ça montre toujours la fanboy attitude qu'a Barto par rapport à l'équipage, et des petits moments comme ça, des petites bulles, c'est absolument génial. On va pas parler de ce chapitre sans parler de l'eau. L'eau, ça y est, c'est la fin pour lui. C'est la fin non pas au niveau mort, mais au niveau combat. Là, on le voit parfaitement dans l'état où il est. D'ailleurs, ça étonne complètement Nico Robin de voir un Shichibukai dans un tel état, même par rapport à Don Flamingo. Ça montre même que peut-être que Luffy va atteindre un niveau au-dessus ou égal au niveau Shichibukai par rapport aux yeux de la marine, mais ça, on verra ça plus tard. Là, ce qui se passe, c'est qu'on voit que l'eau est out, il ne va plus participer au combat. Ce qui est bon, c'est qu'on voit comment son
bras va pouvoir être entre guillemets réparé. C'est-à-dire qu'à un moment on voit Léo qui regarde Mencheri. Donc je pense que comme ça avait été souvent dit sur les forums, c'est-à-dire que Léo va coudre le bras de, comment s'appelle, de l'eau, et après Mencheri par rapport à ses yeux, par rapport à ses larmes, va pouvoir faire une guérison. Ce que j'ai vraiment trouvé excellent, c'est encore la relation qu'il y a entre l'eau et Luffy. C'est-à-dire qu'à un moment, il était presque à semi-conscient, et là il entend les attaques, et là il demande à Cavendish de le laisser parce que ça fait 13 ans qu'il mûrit cette vengeance et qu'il veut la mort de l'eau. Et même la mort, autant pour moi, de Don Flamingo, joli lapsus, si Don Flamingo meurt, ça sera la fin, entre guillemets, pour moi, de l'importance de l'eau. Et ça, c'est un truc qui ne doit pas arriver. Je pense que ça montre encore une fois que Don Flamingo, même s'il va être très très abattu et que la barcage va partir quoi que ce soit, il va y avoir une sorte de twist où il va pouvoir s'échapper, où quelqu'un va le prendre pour partir. Et ainsi, ça va donner une continuité à l'existence, au but de l'eau. Car comme il dit, ça fait 13 ans que je m'attaque au niveau de la vengeance. Et même si ce n'est pas lui qui tue Don Flamingo, il veut être présent au moment de la défaite de Don Flamingo. Donc, pour moi, c'est sûr et certain qu'il va se passer quelque chose, parce que imaginez si Don Flamingo meurt, après l'existence de l'eau va servir à quoi? Et je ne le vois pas comme un disciple de, qu'on s'appelle, de Luffy, je ne le vois même pas après comme une sorte d'allié ou quoi que ce soit, il va faire son chemin de son côté, mais il va perdre tout ce rêve, toute ce but, ce qui le pousse vraiment à vivre. Et ça, c'est vraiment très très important. Donc pour moi, Don Flamingo ne va pas crever ici. Et on en a peut-être un indice avec justement les répliques de l'eau. Don Flamingo, Don Flamingo, Don Flamingo, il a encore été excellent sur ce chapitre. Le mec, il est badass, il a une badass attitude qui est absolument dingue. Le mec, il est quand même pas mal diminué. Quand il fait la réflexion à Luffy de lui dire qu'il est pas mal diminué, Luffy lui dit que lui aussi, il en a pas mal eu dans la gueule, surtout avec ses organes qu'il a été obligé de rafistoler avec ses fils, je veux dire. Et ce qui se passe encore une fois, c'est que Luffy lui lance des attaques et il arrive à se prendre l'attaque à partir Doflamingo se prend l'attaque, se fout en mode acquis de l'armement, mais au niveau défense, il arrive à partir. Et là on le voit les bras croisés à l'envers, et en plein combat, il a encore le temps de faire une analyse. Le mec, il est absolument... Ça montre la puissance qu'il a. D'habitude, quand tu vois les combats, les mecs sont assez haletants ou quoi que ce soit. Et lui, non. Lui, il est même pas haletant. On a l'impression qu'il a repris la patate. Et là, il nargue carrément Luffy en lui disant bon, niveau vitesse, t'es pas mal. Mais par contre, niveau puissance, c'est un petit peu à revoir car t'es plein d'ouverture. Le mec, il arrive à narguer Luffy. En plus... il lui explique ce qui va se passer avec la birdcage qui va vraiment ratrécir, c'est-à-dire au bout d'une demi-heure, il va y avoir il y a des vieux et des bébés qui vont avoir crevé et tout. Ça va faire comme une sorte d'orange sanguine, il va presser. En gros, il va faire crever tout le monde. Et il lui dit, alors Luffy, est-ce que tu vas pouvoir me battre à temps? T'es pas un petit peu à la bourre sur le chrono? Il nargue Luffy, il le fout. Ça montre encore une fois l'arrogance du personnage, il se sent encore supérieur et encore une fois, il sous-estime la puissance de Luffy et ça pour moi c'est absolument dingue. Et quand est-ce qu'on va voir enfin un antagoniste, je dirais pas un méchant mais un antagoniste qui va vraiment prendre conscience de ce qu'il a en face et tout foutre d'un seul coup, parce que là on a encore l'impression que c'est le chat qui joue avec la souris et qui s'amuse à faire durer le plaisir et à le faire souffrir. Ça c'est, enfin dans un sens c'est quand même le personnage. Ça montre encore une fois que le combat est à deux niveaux. Premièrement, il y a un niveau physique, aussi au niveau des coups, mais c'est aussi un niveau mental où il s'amuse vraiment à essayer de détruire mentalement la personne. De même que le speech final qu'il fait à Luffy en lui disant que c'est qu'un simple pirate et qu'il ne pourra pas être un héros et qu'il ne pourra pas aider tout le monde, qu'il va se faire maudire par plein de personnes car il a détruit la paix illusoire qu'il y avait justement à Dressrosa. Et là, la réflexion de Luffy est absolument géniale en lui disant que c'était une paix entre guillemets, une paix de pas copie, une paix seulement illusoire et qu'il y avait plein de personnes qui souffraient. Et à la fin, quand il dit tu as fait pleurer mes amis, tu as énervé mes Nakama, c'est toi qui es sur ma route, ça c'est absolument génial et c'est un passage qui est super important. Le passage qu'on vient d'avoir avec le speech de Luffy rappelle énormément ce qui s'est passé, rappelez-vous, à Eni Lobby quand il est contre Bleno, où l'autre il est en face et
Luffy explique qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas assez puissant pour protéger comment ça s'appelle, ses Nakama, qu'ils ont souffert à cause de lui. On a un parallèle entre les deux par rapport à la situation où il y a quelqu'un qui a l'air super puissant et Luffy ne va pas avoir le niveau pour pouvoir le battre, sauf s'il crée quelque chose. Et en effet, à cette époque-là, il crée le Gear Segundo, le Gear 2. Et je sais pas si vous avez fait gaffe au niveau des numéros du chapitre, quand il se passe ça sur Eni Lobby contre Bleno, on est sur le chapitre 387, 3, 8, 7. Et là, on annonce une nouvelle attaque, c'est-à-dire dans le chapitre 387, il y avait l'annonce de l'attaque qui était le Gear 2. Et là, on est dans le chapitre 783, c'est-à-dire 783, et on a l'annonce d'une nouvelle attaque. J'ai trouvé ce parallélisme entre les deux vraiment très très bien amené. Alors ça y est, on va enfin parler du Gear 4. Le Gear 4, avant d'en parler, justement, j'aimerais faire un petit récapitulatif. Le Gear 1, c'est l'état normal de Luffy, c'est quand il utilise ses membres élastiques pour envoyer des coups ou quoi que ce soit. Le Gear 2, c'est quand il fait une pompe au niveau de ses jambes ou au niveau de ses bras. Ça permet d'accélérer le flux sanguin. Le seul inconvénient de, de cette attaque, enfin ou de cet état plutôt, c'est que vu que le flux sanguin est accéléré, sa pompe cardiaque, c'est-à-dire son cœur, doit vraiment pulser à fond. Et ça lui fait des dommages internes et ça réduit son espérance de vie. Après, il y a le Gear 3 qui là, il croque son pouce, il fout de l'air et tout ça gonfle et se fait des grosses attaques qui sont très 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 puissantes. L'inconvénient de ça, c'est comme le dit Dofla, oui Dofla parce que maintenant avec Don Flamingo on est un petit peu amis, on est potes. Donc ce que lui dit Dofla, c'est que dans son Gear 2, au niveau de la vitesse, il a la vitesse mais il n'a pas la puissance. Même au niveau de son acquis de l'armement par rapport au acquis de l'armement mais niveau défense de Dofla, ça ne fait aucun dégât. Et quand il attaque le Gear 3, il y a une telle inertie dans ses coups que Don Flamingo peut facilement l'esquiver. Donc là, ce qui manque à Luffy tout simplement, c'est de la puissance à l'état pur qui pourra allier avec sa vitesse. Alors il y a pas mal de théories qui sont sorties sur le net. Moi perso j'ai la mienne. Je pense que pour pouvoir avoir de la puissance, il va falloir qu'il augmente le potentiel de ses muscles, c'est surtout ça qui va être important, mais qu'il n'ait pas une trop grosse masse pour qu'il puisse se déplacer vite fait. Donc je pense que comme on le voit, il se croque le bras, il va peut-être pouvoir influer soit de l'air ou quoi que ce soit dans son sang, et ça va permettre d'apporter de l'oxygène, ça va permettre, parce qu'on sait que le muscle, il travaille beaucoup par rapport à l'oxygène, et ça va vraiment lui gonfler les muscles, lui foutre quelque chose d'assez baraque. L'inconvénient de cette attaque, c'est que on va reprendre parce qu'il faut quand même qu'il ait quelque chose par rapport à son fruit démon. C'est surtout son fruit démon qui est axé. L'attaque de Gear 4 ne peut pas être axée par rapport que sur le haki. Donc je pense que c'est comme un ballon, quand tu le gonfles de trop, il risque d'avoir trop de tension, trop de fissures, et justement il va devoir mettre un haki de l'armement total sur son corps pour qu'il puisse contenir toute la puissance qu'on s'appelle de ses coups, et c'est quelque chose qu'il ne va pas pouvoir utiliser longtemps parce que je pense qu'il n'a pas encore à l'état en ce moment au niveau de l'arc Dressrosa, il n'a pas un niveau de haki assez puissant pour pouvoir contenir toute sa force, toute sa puissance qu'il va avoir. Donc c'est ce qui va être montré au niveau de comment ça s'appelle, je pense qu'on va voir plus tard, c'est-à-dire qu'il va pouvoir foutre quelques coups qui vont faire très très mal avec un bon niveau de vitesse, mais qu'il ne peut pas parce qu'il va commencer à avoir des fissures au niveau de son bras, au niveau de son corps, où ça va prendre un petit peu comme avec Broly, c'est-à-dire Broly devenait super fort, mais il avait encore plein de puissance, plein de puissance, plein de puissance, et là c'est ce qui va se passer, c'est que Luffy va avoir plein de puissance, il va avoir des coups de malade, mais son haki ne va pas être assez important, ne va pas être assez fort pour pouvoir retenir toute sa puissance, donc il va pouvoir l'utiliser que sur quoi 3, 4, 5 coups, grand maximum, et après ça permet une évolution sur les futurs arcs où en maîtrisant de mieux en mieux son haki, il va pouvoir maintenir cet état beaucoup plus longtemps. Alors voilà mon hypothèse pour le Gear 4. Maintenant la question, pourquoi il n'a pas utilisé le Gear 4 plus tôt? Tout simplement parce qu'il n'avait pas l'occasion, et je pense que cette attaque va tellement être dévastateur aussi peut-être pour lui, qu'il ne veut pas l'utiliser. Rappelez-vous, tout ce qui était dans l'arc des hommes poissons, je vois pas où était l'intérêt, car, comment il s'appelle, Odi. Odi a été facilement blasté par rapport au Gear Segundo, et après quand l'arche tombe, avec ses Magnum Grizzly, il pensait qu'il pouvait facilement attaquer parce que c'est quelque chose qui était quand même assez énorme. Donc c'est peut-être pas avec l'attaque du Gear 4 où il va être plus réduit, je pense.
il n'aurait pas pu tout le blaster, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Et après, par rapport à Punk Hazard contre Caesar, Caesar c'était quelqu'un qui jouait beaucoup sur la puissance, donc le Magnum, comment dire, il n'esquivait pas les attaques Caesar, il était toujours assez statique, donc Luffy n'avait pas besoin de faire une attaque au niveau de la vitesse. Donc son Magnum Grizzly pouvait facilement l'attaquer pour le blaster tout simplement. Donc il n'avait pas lieu de mettre en place cette attaque. Là on est quand même face à un Shichibukai et quelqu'un qui a un niveau hyper élevé. Et donc il est nécessaire ici d'apporter de la puissance pour pouvoir lui fermer sa grande gueule à Dofla. L'autre chose aussi c'est que contrairement à d'autres mangas, One Piece n'a pas axé son aventure, n'a pas axé les résolutions sur le power-up à tout prix, comme le fait par exemple Naruto. Naruto à la fin ça devenait du n'importe quoi, tout de suite, c'était du power-up mais de malade. Pareil sur Bleach, ça a toujours été ça, et c'est pour ça justement que moi j'adore One Piece. C'est pas quelque chose qui est vraiment primordial, il y a plein d'autres choses qui se passent avant, et comme vous voyez, ça fait combien de temps qu'on attend le Gear 4? On a été teasé comme un malade, et justement c'est pour ça que cette putain d'attente des 2 semaines est super longue. Donc voilà, c'était mon analyse pour ce chapitre 783 qui est l'un des meilleurs chapitres que j'ai lu de One Piece, qui va franchement rester dans les annales. Quelque chose de génial, c'est pour ça que j'adore lire One Piece. Là dans ce chapitre vous avez tout, vous avez de la psychologie, vous avez de l'humour, vous avez 2 combats et vous avez un teaser de malade avec des dessins aussi, des dessins absolument géniaux. Donc voilà, encore une fois j'espère que vous aurez bien aimé cette critique. N'hésitez pas à laisser des gros commentaires et on se dit à bientôt pour une nouvelle aventure One Piece. Allez, salut! Attendez, petit message pour Oda. Oda, merci d'avoir laissé une semaine de plus pour faire ton chapitre sur le Guide 4. Un chapitre sûrement qui va être vraiment magnifique. Parce que moi, la semaine prochaine, à la Nadiscon, je fais une expo en ton honneur. Une expo One Piece. Et si j'avais dû faire mon expo et en même temps la critique vidéo du chapitre sur le Gear 4, bah j'aurais pas eu du temps de le faire. Donc un gros merci d'avoir laissé cette semaine de délai parce que tu as pensé à moi.